Bienvenue à la conférence de presse de Sierra Nevada de Christy Pouillou. Je vais vous présenter les personnes autour de moi. Alors, d'abord, deux membres de la tumultueuse famille, la maman, Dana Dogaro, son fils très présent, Mimi Branescu, à côté de Dana Dogaro, la productrice, Anka Pouillou, et à côté de moi, considéré comme le jeune papa du renouveau du cinéma roumain depuis que son fils, La mort de Dante Lazarescu, a été présenté à Un certain regard à Cannes et a obtenu le prix Un certain regard, Christy Pouillou. À qui je vais poser la première question. Bien qu'on puisse considérer que le film soit une sorte de western familial, pourquoi ce titre, Sierra Nevada? Pour attirer l'attention sur moi. Oui, c'est normal. Non, il y avait l'histoire déjà, l'histoire réelle, c'est-à-dire la commémoration le repas après l'enterrement de mon père. Et plus tard, quand Mirsad Purivatra, le coproducteur de la Bosnie, m'a appelé, c'était en 2012, il m'a demandé est-ce que tu as un scénario parce que j'aimerais qu'on fasse un film ensemble, et je dis non, mais j'ai une idée. Donc, j'avais cette idée de raconter un peu ce qui s'est passé d'une manière très subjective durant le repas après l'enterrement. Et c'est-à-dire surtout le constat que j'ai fait que dans une très grande partie, les histoires qui composent notre histoire personnelle, c'est vraiment des histoires, c'est-à-dire des fictions. Et là, je me suis dit que n'importe quel film peut porter n'importe quel nom. Le spectateur va construire sa propre fiction concernant l'histoire racontée. Alors, je me suis dit, je vais choisir d'une manière très subjective le titre. Ça me plaît beaucoup, la sonorité de Sierra Nevada. C'est aussi le fait que La mort de Dante Lazarescu, ça parlait du titre d'un événement. Aurora, ça parlait d'un moment de la journée. Et voilà, j'avais besoin d'un titre qui parle d'un lieu précis. Alors, comment dire quel nom ça est, comment dire, le plus évocateur du fait que cette histoire peut se passer n'importe où. Alors là, on tombe voilà, dans le piège du sens, un peu. J'aurais pu l'appeler, je ne sais pas, donner le nom de l'adresse de l'immeuble où l'action a lieu, mais ça aurait été faux. Aussi, je me suis dit, ça serait bien aller voilà, dans une direction extrême Après, on va passer aux questions dans la salle, mais juste pour finir avec le titre, vous avez, et c'est vraiment une grande qualité, un sens aigu de l'absurde. Sierra Nevada évoque les grands espaces et tout va se passer dans un tout petit espace. On peut y voir aussi quelque chose là. Oui, aussi, mais aussi les immeubles qui ont le visuel, en plus le visuel que j'ai choisi pour l'affiche roumain, c'est voilà, des immeubles
les blocs, les HLM. Les barres d'immeubles, oui. Oui, les barres d'immeubles qui ont été construits à l'époque des Ceausescu. Et qui font partie du paysage de mon enfance et ma jeunesse. Il y a aussi l'ambiguïté du fait que le titre du film, ça ne respecte pas la réalité, dans le sens où c'est une transcription phonétique. Oui. Il y a un seul R. Oui, et il n'y a pas de traits d'union. C'est aussi, ça parle aussi du fait qu'on se rapporte à l'histoire d'une manière approximative. Et puis, ce qui se passe dans le film, d'ailleurs, parce qu'on discute de plein de choses. Il y a aussi il y a une autre question qui m'a été... Quelqu'un m'a posé la question, c'est Sierra Nevada, c'est de l'Espagne ou des États-Unis? Mais c'est aussi la sonorité des westerns, comme vous avez bien remarqué. C'était un peu jouer avec ça et laisser le spectateur jouer à son tour. C'est ça. Alors, il y a effectivement dans ce titre-là une sorte d'intemporalité. En revanche, dans le film, il y a une très forte temporalité, c'est-à-dire la célébration des 40 jours après la mort du père, et aussi une allusion aux attentats de Charlie Hebdo, 4 jours après les attentats de Charlie Hebdo. Cette temporalité, évidemment, qui est commandée par la cérémonie des 40 jours, comment vous l'avez aussi ressenti par rapport aux attentats de Paris? À un moment donné, je voulais faire un film sur la révolution roumaine il y a quelques années. Je me suis dit, ça serait honnête d'essayer de restituer les faits vus du banlieue où j'ai grandi, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu en décembre 89. Tout ça s'est passé surtout au centre-ville. À la périphérie, dans les banlieues, c'était plutôt calme, et puis les gens se préparaient pour Noël. Quelque part, au moment où on a commencé la production du film, l'attentat de Charlie Hebdo, il n'était pas serait pas dans le scénario, parce que voilà, c'était... il n'avait pas eu lieu. Non. Et là, je me suis dit, je vais installer ça dans le film, et puis je vais placer l'action précisément. L'histoire, ça se passe 10 janvier. C'était comme l'ancienne intention, le désir de faire un film sur la Révolution. Ça est revenu. Voilà, quelque part, en Roumanie, il y a ça. Pendant qu'à Paris, il y a eu un attentat, quelque part, en Roumanie ou ailleurs, les gens continuent de vivre et puis à vivre et à mourir. Oui, et d'être absorbés par leur propre histoire. Et on entend à la radio des infos concernant l'attentat. Un des personnages, il est extrêmement préoccupé par ce qui s'est passé le 11 septembre. Et l'attentat de Charlie Hebdo, c'était comme un déclenchateur de tout ce discours sur les attentats, c'est qu'il est coupable, c'est pas vrai, la version officielle, je crois pas. Et en même temps, c'est des gens qui sont... Bon, ils parlent des événements qui ont eu lieu quelque part à l'autre bout de la planète il y a 15 ans, et il ne sait pas, et il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de sa propre famille, de l'histoire. Il n'est pas au courant de l'histoire dans laquelle il est acteur, et ils sont acteurs. C'était un peu ça, en fait, le désir de mettre en scène en réalité une peur assez profonde et personnelle concernant le fait que
Que pendant qu'on est dans un microcosme, la Terre continue. Que j'ai perdu les repères, voilà, moi. Voilà. Non, moi, personnellement, j'ai perdu les repères. À un certain moment, je me suis rendu compte que les histoires qui composent mon histoire personnelle, c'est des fictions. Et moi, je suis le créateur de toutes ces fictions. Et il y a un désir, il y a un point de... J'ai besoin d'un comment dire... de m'attacher à quelque chose, j'ai besoin d'un port, mais ça vient d'où ce désir de concret, de m'attacher à quelque chose de sûr, je ne sais pas. Mais je peux dire, voilà, peut-être c'est histoire d'âge aussi, peut-être j'ai les conséquences de la maturité, c'est aussi ça, le fait qu'on perd on perd le nord un peu. Vous l'avez quand même trouvé dans le film. Il y a des questions dans la salle. Micro. Bonjour, je suis Eugenia Vodă, critique de film roumain. Il faut dire avant tout que même si nous sommes peu nombreux, ça n'empêche pas le film d'être un très bon film. Mais ça arrive. Bon, l'avantage d'être peu nombreux, c'est qu'on peut poser plusieurs questions. Donc, j'ai deux petites questions pour Cristi Puiu et une pour Mimi Brănescu. Pour Cristi Puiu, à propos de maturité, vous avez dit le mot maturité il y a une seconde. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez peur ou pas de ce qu'on appelle la correctitude politique? Et puis la deuxième question est, dans une petite note d'auteur que vous avez faite, vous dites que vous filmez du point de vue du mort. Alors ma question serait, dans votre âme, vous dédierez ce film à qui? Pour qui avez-vous fait ce film? Et pour Mimi Brănescu, vous êtes acteur, vous êtes... Attendez, on va d'abord laisser peut-être Cristi Puiu répondre. Non, je lui laisse le temps de réfléchir. À Mimi Brănescu, vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes auteur dramatique aussi, je vous souhaite d'être metteur en scène de cinéma aussi. La question serait, quand vous avez vu le film, j'espère que vous l'avez vu, et vous avez vu la séquence où vous pleurez dans la voiture, filmée d'en arrière. Est-ce qu'en tant que metteur en scène, vous l'aurez filmé exactement comme ça ou autrement? Qu'est-ce que vous avez pensé dans votre sous-conscient maintenant? Merci. On va laisser répondre d'abord Cristi. Quelle est la question? Oui, la première question c'était par rapport à... Non, dans le film, en dehors de, disons, des problèmes et des règlements de comptes familiaux, il y a aussi, et qui s'intègre parfaitement à l'atmosphère familiale, la théorie complotiste autour du 11 septembre, la sortie religieuse d'un membre de la famille, avec la réponse sur le communisme. On parle aussi politique. Donc, c'est aussi un film politique. Je ne veux pas vous donner des exemples concrets, mais il y a des cas quand, si les artistes touchent, disons, quelques frontières de la correctitude politique, il y a des années qu'ils ont à souffrir à cause de cette imprudence. Donc vous, en tant qu'artiste, vous avez peur ou pas de ce qu'on appelle la correctitude politique? Moi, je crois que je me trouve dans une position encore plus délicate parce que il y a une chose qui me tracasse beaucoup, c'est, voilà, je constate ici à Cannes un peu trop souvent dans la situation où je dois employer des grands mots. Oui, la vérité me tracasse beaucoup. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Je trouve plus délicat parce que c'est... voilà, je ne sais pas ce que c'est.
Et j'essaie de restituer, de faire de mon mieux pour restituer avec la précision de ma propre subjectivité, si j'ose dire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et en gros donner corps à mes peurs. Et il y a des risques parce que déjà je risque de perdre l'attention du public, du spectateur. Il y a plein de discussions par exemple concernant le début du film et puis les longues discussions et qu'est-ce que ça a à voir. Mais au départ, on a assumé le scénario auprès des diverses institutions pour avoir l'argent. Il y a eu plein de discussions concernant le sujet, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On parle souvent de beaucoup de choses dans la vie et la vie elle est composée de plein de discussions et il y a des discussions qui ont un certain sens, il y a des discussions qui semblent être insensées, il y a des discussions qui sont complètement idiotes. On parle beaucoup, ça parle beaucoup dans la vie et de toute manière, vous savez bien, en Roumanie, ça parle beaucoup. J'ai pas un étendard à tenir. Il y a beaucoup de choses qui me font peur et les choses qui me font peur vraiment, c'est les convictions que les gens peuvent avoir. Vous savez bien et on sait tous, on a ici à l'Ouest, on a regardé à la télé la révolution roumaine. Et nous, en Roumanie, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu à un moment donné, en 90, il y a eu une grosse manifestation contre le pouvoir installé. Et on a vécu en direct la manipulation. Ça fait peur. Est-ce qu'il y a des mauvaises intentions derrière? Parfois si, parfois non. Je sais ce qui s'est passé. Dans mon cas, c'est que j'ai perdu la confiance et j'essaie de la retrouver. Et voilà, je procède de la manière suivante. J'invite le spectateur à être mon partenaire. Et pour paraphraser un peu d'une manière approximative, l'introduction de Palude d'André Gide, là, il lance la même invitation au lecteur de lui expliquer de quoi il s'agit, de lui expliquer son propre livre. Je pense que la position du réalisateur se trouve à côté du spectateur devant son propre film quand les choses se passent quand on a de la chance, la surprise est aussi grande pour le réalisateur que pour le spectateur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est si on va pour moi, pour faire bref, pour moi, cette histoire des vérités qui me hante, ça se résume dans quelques mots. C'est l'ineffable. Et une des meilleures définitions de cet ineffable, c'est pas une définition en fait, c'est la voie vers. C'est ce qu'il disait Sergiu Celibidache, le chef d'orchestre, qui quand disait, et c'est un titre, je crois que c'est même le titre du documentaire fait sur lui, d'un réalisateur allemand, Jean Schmidt-Gard, qui s'appelle You don't do anything, you let it evolve. Et pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Et là, je vais pouvoir découvrir des choses. Le politically correct, pour moi, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Je vois ce que ça peut être, mais je ne comprends pas au niveau émotionnel. Je vois les choses d'une manière peut-être brutale en termes de vérité et mensonges. Et je me trouve dans la confusion parce que je ne peux pas mettre le doigt sur une vérité quelconque ou sur un mensonge quelconque. Je gardais le doigt constamment parce que ça change. Oui, je peux dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas. Et le lendemain, je change d'avis parce que
voilà. Ben ça s'appelle l'honnêteté. Je sais pas. Aussi, ça s'appelle confusion. Donc, on va poser la question à Mimi. Est-ce que vous comprenez le français? Vous voulez... Non. If you can repeat in Alors- English, please. I don't speak French or in Romanian. If you would be the director of this film, Donc, si vous étiez réalisateur de ce film, comment est-ce que vous vous seriez filmé lorsque vous êtes en train de pleurer dans la voiture? Mais je pense que... pour qui as-tu fait le film? Pour toi, pour la mémoire de ton père, pour le public? À qui dédies-tu ce film? Pour vous. Voilà. Bravo. OK. If I understood, Donc, if si I made this movie, how I directed si j'avais fait ce film moi-même, comment est-ce que j'aurais tourné cette scène? Christie, Exactement comme Christie, exactly the same. exactement de la même façon. Yes, that was the hour of truth. C'était l'heure de vérité, Your life. en fait, Scene cette from scène behind. But you know, tournée the way you depuis are directed in that scene is l'arrière de la voiture. C'était une scène extraordinaire parce qu'en fait, on ne voit votre visage à aucun moment, mais l'émotion est très présente. Easy because for me, Ce n'était pas facile pour moi en tant qu'acteur. you know, bet with myself if I can cry in a movie. J'ai du mal à me faire pleurer dans un film. Vous vous êtes entraîné? I try to cry. Vous vous êtes entraîné à pleurer? Emotion is there. Oui, mais l'émotion est très présente. We worked at this end. Nous avons beaucoup travaillé sur cette scène. You repeat the scene Vous l'avez répété? Oui, oui, absolument. a lot. Maintes fois. Question? Andrew McCarthy from the German press agency DPA. I just had two questions. J'ai deux questions à poser au réalisateur. Tout d'abord, est-ce que vous pensez toujours faire un film sur la révolution roumaine? Et deuxième question, l'industrie du cinéma en Roumanie a dû repartir de zéro. Il n'y avait plus rien après la chute du communisme. Maintenant, il y a 10 ou 12 films roumains à Cannes actuellement. Est-ce que cela démontre qu'il y a une nouvelle confiance au niveau du cinéma en Roumanie? Comment est-ce que vous décrirez la situation du cinéma en Roumanie à l'heure actuelle? Je vais répondre en français, ça va? Oui, il y a la traduction aussi. Oui. Pour le film sur la Révolution, là, je suis un peu en panne d'idées. C'est-à-dire que je consommais une partie d'idées sur celui-ci, sur Sierra Nevada. C'était plutôt le rapport entre l'histoire personnelle et l'histoire à la grande échelle. Mon film sur la Révolution romaine. Concernant le cinéma roumain, oui, apparemment, je ne sais pas, les choses se passent bien, mais il faut dire une chose, et je tiens à le dire, la nouvelle vague roumaine, ça c'est une formule que j'arrive à comprendre jusqu'à un certain point. C'est une formule qui est facile à utiliser pour les gens qui écrivent sur le cinéma, et dans ce sens-là, je comprends. Sinon, nouvelle vague, je ne sais pas, c'est plutôt une création de la rencontre entre les films qu'on fait en Roumanie et les festivals où les films sont présentés. Parce que c'est comme un pont, il y a deux points d'appui, c'est les films d'une part et les festivals. Et là, on a le festival de Cannes, on a le festival de Berlin. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans la tradition du cinéma roumain, avant la chute du régime, c'est pas une tradition, c'est en fait, le cinéma roumain, on va faire court, c'est pas une tradition, c'est un peu, non.
Il y a quelques réalisateurs qui ont marqué, je ne sais pas les autres, mais moi, je suis marqué par la création de certains réalisateurs. Et il y a Lucien Pintillier, qui est connu ici. Il y a Alessandro Tatos, il y a Mircea Daneliuc, il y a Iosif Demian, il y a Steregulea. Leurs films ne sont pas si connus, mais ça n'empêche, moi j'étais dans une bonne partie formé par les films de ces cinéastes. Donc ce que je veux dire, c'est que le cinéma roumain, ça a existé avant les films qu'on a fait à partir de 2001 ou je ne sais pas. Donc oui, je suis content que le Festival de Cannes nous protège, que le Festival de Berlin nous protège. Mais le cinéma, il ne va pas très bien. Il y a très peu d'argent pour les films. Nous, on a fait on s'est beaucoup battu pour mettre ensemble pour l'argent, pour trouver l'argent. Voilà, c'est un film qui est coproduit par 5 parties. La Bosnie, la Macédoine, la France, la Croatie, la Roumanie, Arte, Eurimage. Et on a cherché cet argent durant 2 ans pour pouvoir faire le film. L'année passée, fin octobre, il y a eu un terrible accident dans un club de Bucarest. Il y a plus de 60 personnes qui sont mortes. Et on a, du coup, le lendemain, on a décidé d'enfermer des cinémas qui ne respectaient pas les critères de sécurité. Donc, on a perdu encore des salles de cinéma. On n'a pas assez d'argent. On fait des films dans une langue qui n'est pas de circulation. Ça devient de plus en plus difficile et voilà, les statistiques disent comme ça, à la chute du régime, il y avait autour de 450 écrans et puis maintenant on a avec tous ces 450 écrans, il nous reste une trentaine. On ajoute à ça les 70 écrans qui ont été construits après l'an 2000 ou après la chute du régime. Donc on a une centaine d'écrans dans un pays. Il y a des villes qui n'ont pas de cinéma. Donc le cinéma roumain, oui, peut-être il va bien, mais pas tout à fait. Moi, j'ai fait des films parlés. Et la langue, c'est le roumain. Et les Roumains ne peuvent pas aller voir les films parce qu'il n'y a pas de salles. La distribution, ça pose des problèmes. Mais aussi pour d'autres raisons. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être une autre question, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'aime plus le film que vous-même. Tout d'abord, pourquoi est-ce que le film est si long? Il dure presque 3 heures. Je ne me plains pas. J'ai failli partir au milieu du film de Woody Allen, mais j'ai adoré votre film. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'improvisation? Le film a l'air tellement naturel, le dialogue au sein de la famille, tout a l'air si naturel. Pour moi, ce n'est pas une famille roumaine, c'est une famille universelle. Pourquoi parler toujours de la Roumanie? Ce sont des thèmes tout à fait universels que vous abordez dans le film. Et le jeu d'acteur est magnifique. La photo aussi. C'était tellement bien fait, tellement bien tourné. Quelle était la philosophie au niveau, justement, de la caméra? Merci beaucoup de ces compliments. Donc, je vais répondre en français, c'est bon.
déjà, oui, 3 heures, parce que je ne me propose pas de faire ça. Et je ne fais pas partie de la catégorie des réalisateurs qui ont la chance de faire des films distribuables. 3 heures, ça fait peur aux distributeurs, et ça, j'en suis persuadé. Et c'est un peu comme la cuisine. Je mets au four et après je sors le produit final, le gâteau, et puis c'est 3 heures. Quand j'ai fait le bout à bout, j'avais 3h30 et puis j'ai commencé à revoir. Mais je me suis jamais posé la question des durées en termes des durées, mais qu'est-ce que je vais, en termes des contenus, qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je vais jeter. Et je suis arrivé à cette durée-là. Il y a eu des improvisations, improvisées, oui, mais pas dans le sens on laisse la caméra tourner et les acteurs faire ce qu'ils veulent. Mais ils se sont beaucoup investis dans le projet, et moi aussi je me suis investi dans le projet. J'avais rien à perdre et je me suis laissé faire des choses que j'ai jamais fait, c'est-à-dire concevoir des dialogues aujourd'hui pour aujourd'hui. On va filmer, on va voir après au montage, mais je le sens comme ça. Me laisser m'offrir cette liberté d'intervenir sur un scénario qui était déjà écrit, ça a été un vrai plaisir. Surtout parce qu'après on a obtenu un produit qui a un sens, qui a une certaine brillance, je ne sais pas, ça, voilà, c'est un objet qui ressemble à un film. Ça aurait pu être complètement raté, mais on a fait ça, et puis ils m'ont suivi. J'ai eu de la chance. C'est vrai qu'ils sont des très bons acteurs. Mais il ne suffit pas d'être un bon acteur, il faut vraiment être là. Pour moi, acteur, déjà, le métier d'acteur, ça n'existe pas. J'ai des arguments là. Je pense que ce qui compte, c'est d'être là, d'être ici, pas ailleurs, et maintenant. Mais ça, c'est un exercice très difficile à faire. Et donc, ça a l'air d'improvisation, parce que je pense qu'à un certain moment, il y a eu, ils se sont offerts à eux-mêmes cette chance de ne pas penser à ce que les spectateurs vont penser quand ils vont voir le film. Et ça, c'est une liberté auquel on n'a pas toujours accès. Parce qu'on peut, en tant qu'acteur, on peut travailler avec des réalisateurs qui font beaucoup attention au texte, au scénario, et on a la version un peu, voilà, le réalisateur en tant que gardien du texte écrit. Le texte a été écrit par moi, il est important, mais voilà, je me suis permis de le contredire. C'est comme ça que, en cours de route, j'ai introduit le personnage de la Croate. En cours de route, j'ai introduit l'histoire du costume. Ma famille, elle vient du nord de la Roumanie, de la Moldavie. Chez nous, il n'y a pas cette tradition du costume. Ça vient de l'Oltenie, du sud de la Roumanie, du Danube. Et cette tradition du costume, porter le costume, c'est devenir le messager du mort, le représentant du mort, l'ambassadeur du mort. Ça se passe pas au nord, mais au sud, ça se passe. Donc, j'ai composé avec ça. C'était une histoire que je tiens des
Simona Gitze, qui joue le personnage de Simona dans le film. Et c'est son personnage à elle que je l'ai inventé à la même occasion et je l'ai installé dans le film parce qu'elle c'est la directrice du casting. Donc il y a des choses comme ça, je me suis jamais permis parce qu'il y a la pression du scénario, qu'on perd la cohérence du texte et tout. Et voilà, ça c'est pour répondre à la question concernant l'improvisation et pour le travail de caméra. Le travail de caméra. Cet espace si exigu. Oui, le travail de la caméra, c'est laisser accorder à la caméra la place du mort ou accorder au mort la place de la caméra. L'histoire du cinéma, le cinéma est fait, la caméra est là la position du mort ou de l'homme invisible, on dit, pour échapper à cette pensée qui nous pèse tellement lourd. Mais la caméra, c'est la position du mort, c'est le mort qui regarde, on peut dire l'auteur, mais c'est le mort. Les acteurs, ils jouent, ils bougent devant la caméra, ils font semblant de ne pas voir, de ne pas saisir la présence d'un objet qui enregistre. Ils savent très bien que la caméra est là, mais il faut faire semblant, voilà. Et le sujet m'a donné cette possibilité de me dire, bon, dans la tradition orthodoxe, on dit le mort, au moment de la mort, l'âme quitte le corps et 40 jours plus tard, il va voir Dieu, il va avoir le jugement particulier. Dans l'intervalle des 40 jours, l'âme se balade. Et parce que la peur de la mort, c'est une peur qui me définit dans une grande partie. D'ailleurs, les films que j'ai faits, qui ont été présentés à Cannes, ça tourne, les histoires tournent autour de la mort. Cette question, cette peur, je vais mourir à un moment donné et je vais voir les gens que je vais laisser ici et je vais les voir dans des circonstances très différentes si je suis la tradition orthodoxe. Si les choses vont se passer de cette manière-là, ce que je ne sais pas. Mais alors je me suis dit, la caméra, il faut qu'il y ait tendresse. Parce que je quitte ce monde et je regrette de l'avoir quitté. Je ne veux pas transmettre à ceux qu'on laisse ici cette déclaration approximative et incomplète d'amour. Est-il possible de faire ça avec une caméra? Et c'est pour ça que l'indication récurrente durant le film, durant le tournage, c'était pas une indication, c'était plutôt des cris parce que j'étais souvent exaspéré. C'est de dire à Barbu que les gens qu'ils filment, ils vont mourir. Et c'est les êtres, ces êtres-là, c'est pas les personnages. Les acteurs, ils vont mourir, c'est des humains qui vont mourir. Il faut garder ça en tête. C'est pas innocent. Je sais pas comment t'expliquer. Le fait est que plus tard, c'est-à-dire après le tournage, que le tournage soit fini, à la fin de l'année passée, Sorin Medellin, l'acteur qui joue le personnage de Tony, est mort. Et ça m'est venu j'ai pas voulu mettre sur l'affiche, j'ai pas voulu encadrer son nom parce que j'ai pas voulu pervertir la perception. La mienne, elle est pervertie. Je ne peux plus voir le film sans penser à lui comme ça. Il n'est plus là et je sais pas. Je vais pas sortir les violons et mais c'est voilà, c'est... Oui, la mort est présente, mais c'est un film aussi sur la vie. Le temps passe vite. Il y a une dernière question là.
Bonjour, je suis Larissa Tourea, critique de la Moldavie. Mes félicitations pour l'équipe très grande de cinéastes roumains présente à Cannes. C'est une performance. J'ai lu que le film est inspiré aussi par un poème d'Aurel Rau. Et je veux demander à toute l'équipe s'il existe encore une place pour la poésie dans le cinéma contemporain, dans cette époque d'une indifférence globalisée. Alors, la place de la poésie. Anka, est-ce qu'il y a encore la place pour la poésie? Excuse me? Mai este loc pentru poezie. It's for me the question. La question m'est adressée à chacun d'entre vous. Je ne sais pas. Oui, puisqu'il y a l'amour et la poésie aura toujours sa place. Regardez dans votre âme, on a tous besoin de poésie, on a tous besoin de partager ce plaisir. Ça existera toujours. Dana, est-ce qu'il reste une place pour la poésie dans le monde contemporain? Ah bon, pardon. Est-ce qu'il y a encore dans notre monde une petite place pour la poésie? Toujours. Toujours. Oui. Pour moi, toujours. Et je profite pour dire que vous êtes une maman extraordinaire. Merci. Mimi? Mon avis. Mimi? Yes, yes, always. Always. Oui, il y aura toujours de la place pour la poésie. Toute dernière question là. Voilà, Magda Mihailescu, Decenius, Bucarest, Romania. Bucarest, Roumanie. Bon, j'espère qu'on aura assez de temps à Bucarest, tu auras la gentillesse, ton habituelle gentillesse de parler largement, parce que je ne veux pas endommager mes collègues étrangers. Voilà. Quand même, bien que je sois roumaine, bien qu'on peut se revoir, j'ai une toute petite curiosité. Vraiment, c'est une curiosité. Est-ce que tu as vu le film d'animation d'un metteur en scène polonais, Rybkowski, qui s'appelle Tango? Non. Non? Non. Je te dirai pourquoi, juste parce que c'est le même mouvement brownien, mais transposé dans le film d'animation. Ça, je le trouvais dans un film avec les humains, et tout ça, c'est formidable. Non. Mais c'est un c'est vieux ça. film? Oh, ça tient depuis quand j'étais très jeune, depuis une vingtaine d'années, disons. Je te remercie pour le film, alors à Bucarest. Merci. Oh, je pense que vous pourrez peut-être parler ensemble de cette réminiscence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.